Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais présenter un sujet important. Au mois de novembre, on va avoir l'éclipse lunaire dans l'axe Scorpion-Taureau ou Taureau-Scorpion. Donc l'axe de possession, dépossession, possessivité, lâcher prise, accumulation pour le Taureau face à la nécessité de se dégager, de se détacher, de se débarrasser de quelque chose pour mieux reconstruire sa vie ou repartir à zéro. Donc c'est des questions parfois inhérentes à la notion de sécurité affective, financière, donc l'ancrage pour le taureau et le risque, le danger et l'insécurité pour le signe du scorpion. Et ça va être donc une éclipse assez, je dirais, mouvementée, étant donné qu'on a Saturne et Uranus impliqués dedans. Et quand c'est le cas, alors ça peut amplifier, disons, le caractère des événements pour Saturne, ce Saturne ici dans ces éclipses. Donc ça peut être les contraintes, pour Uranus, ça peut être l'impulsivité et des événements qui arrivent de façon inopinée, donc le caractère soudain des changements. Donc on a Soleil 15 degrés Scorpion, Lune 15 Taureau, Mercure 15 degrés Scorpion. Donc on a la conjonction exacte Mercure Soleil. Vous voyez. Et puis Vénus sur 19 degrés du Scorpion, Mars 25 Gémeaux, rétrograde. Jupiter 29 Poissons, rétrograde. Saturne 18 Verseau, en direct. Uranus 16 Taureau, rétrograde. Neptune 22 Poissons, rétrograde. Pluton 26 Capricorne. Et le Nord sur 13 degrés du signe du Taureau. Donc, par rapport aux aspects Soleil, conjonction Mercure, conjonction Vénus, et tout ça opposé à la Lune conjointe à Uranus. Vous voyez, quand il y a un amas, quand les planètes s'entassent comme ça, alors ça va donner un impact plus marquant sur la durée ou sur l'intensité. Quand on a des planètes collectives en conjonction ou au carré ou... Donc, Soleil, Mercure, Vénus sont opposés à la Lune conjointe Uranus. Ensuite, Soleil, conjonction Mercure, conjonction Vénus carré à Saturne. Vous voyez, donc, les luminaires sont apparemment touchés par le carré à Saturne et par l'opposition à Uranus, et on a heureusement un aspect bénéfique qui pourrait tant soit peu adoucir l'ambiance conflictuelle et ou pesante représentée par ce carré Soleil, Vénus, Mercure à Saturne. Donc Soleil, Mercure, Vénus, trigone, Neptune. Ça peut être un trigone, disons, ayant un effet anesthésien, quasiment. Ou un trigone qui présage la solution agréable et la libération quelconque, mais à travers d'abord les combats, à travers les batailles, à travers le conflit intérieur ou extérieur. Donc on va approfondir ce sujet, je vais vous en parler de manière détaillée, comment j'ai vu tous ces aspects. Donc j'ai choisi le film Le Parasite, sorti en 2019, un film sud-coréen qui, selon moi,
décrit le mieux ces contradictions, ces oppositions entre les riches et les pauvres, leurs habitudes, leur style de vie, leur système de valeurs, leur façon d'aborder les événements de cette vie, leur incompréhension respective, donc un grand décalage, un fossé social, c'est très bien représenté dans ce film qui peut être interprété comme une critique du capitalisme, disons, capitalisme évolué, capitalisme libéral, capitalisme de nos jours, entre autres, où nous voilà, présenter l'idée de la prétendue hégémonie sociale et culturelle qui en fait n'est qu'une illusion. Donc ce sont les questions sociologiques surtout, mais aussi avec le signe du Scorpion, on a beaucoup de violence, d'agressivité, de lutte acharnée, ou même les moyens souterrains à aboutir à ses fins. Donc ça c'est très scorpionesque et plutonien. La ruse, la manipulation, les secrets. Donc le film commence par la présentation de la vie d'une famille très pauvre qui vit au sous-sol dans un taudis. Ils sont au chômage et vivent en en pliant les paquets de pizza et ils sont payés par pièce. Et là, c'est une vie voilà, sans perspective. Donc, une famille marginale. Et ensuite, le fils obtient la proposition de la part de son ami à faire des cours d'anglais dans une famille riche et il accepte tout ça, il se fait acquérir par la famille Park et donc c'est ainsi que commence la prétendue ascension sociale de la famille pauvre et le film évolue dans le sens que les pauvres cherchent à s'accaparer de la richesse et de profiter et d'abuser même des possessions et des biens matériels et des acquis et des bénéfices réservés aux riches, bien évidemment. Donc, il se montre sans aucune retenue, sans scrupule. C'est des gens qui vraiment jouent ce rôle de profiteurs amoureux. Et le fils profite de sa position au sein de la famille pour leur présenter sa sœur qui est soi-disant une art thérapeute venue des États-Unis et tout. Et donc il utilise le mensonge, la manipulation pour obtenir donc les faveurs et faire et profiter de la famille Park. Et là, sa sœur s'intègre aussi bien dans cette famille et puis peu à peu, ils approfondissent les stratégies de méchanceté, ils se servent vraiment de quelques manœuvres malhonnêtes, par exemple en voulant accuser la gouvernante d'être tuberculeuse,
ils font toute une mise en scène, le père la filme, la, soi-disant à l'hôpital, puis il trouve un mouchoir entaché de sang dans la poubelle et tout ça, donc comme quoi ils font croire au parc que la gouvernante n'est pas adaptée, qu'elle pourrait contagier leurs enfants et transmettre la tuberculose. Et donc voilà, peu à peu, leur jeu est de plus en plus sophistiqué, disons. Il avance dans le mal. Le mal pourrait être aussi attribué au signe du scorpion, mais bon, je ne veux pas souiller ce signe. Ce serait vraiment réducteur de prétendre que c'est que les scorpions qui sont méchants. Non, mais les scorpions sont capables d'aller jusqu'au bout de quelques stratégies, parfois voilà, impitoyable, parfois cruel, pour réaliser un objectif ou tout simplement pour secouer les choses, pour tester les limites de quelque chose, pour les repousser au-delà de ce qui existait auparavant. Vous voyez. Et donc, après le fils et la fille, c'est le tour de leur père qui est embauché comme chauffeur, et puis, parce qu'ils ont également utilisé une ruse à faire chasser l'ancien chauffeur, donc la fille a laissé tomber sa culotte sur, euh, sur le sol, enfin, par terre dans la voiture, et ça a valu la, ça a valu le licenciement de ce chauffeur de la part de M. Park, voilà, parce que ils ont cru qu'il a fait quelques incartades de ce type, qu'il couche dans la voiture avec les... voilà, donc toutes leurs... tous leurs actes destinés à les faire évoluer, donc dans le sens social, sont en même temps les actes de violence ou d'arnaque ou de duplicité ou voilà d'une cruauté parfois, voilà, ils ne se retiennent pas dans le mal, vous voyez, donc ils sont prêts à accuser tel ou tel d'être quelqu'un de débauché, l'autre d'être malade, tout ça pour écarter les gens de leur chemin et pour prendre leur place. Et ça peut être aussi une métaphore du capitalisme. Faire même des coups bas pour avancer et pour progresser et pour s'emparer de quelque position sociale ou de la richesse ou quelque chose du genre. Donc, n'avoir aucun scrupule et voilà, individualisme, égoïsme poussé à l'extrême, bien évidemment. Et donc, peu à peu, toute la famille est embauchée chez les Parcs, la mère comme gouvernante, le père comme chauffeur, et la fille qui donne les cours de dessin à leur fils cadet, qui, selon les paroles de Madame Park, est perturbé après avoir vu un fantôme sortir du sous-sol. Et donc, sous-sol, symboliquement, de nouveau, quelques contextes scorpionesques plutoniens, par excellence. Sous-sol, souterrain, pensée sous-jacente, inconscient, des choses comme ça qu'on n'aperçoit pas, qui sont voilà, cachées ou refoulées, ou qu'on ne peut pas
mesuré selon quelques critères objectifs. Vous voyez, donc les thématiques scorpionesques, c'est la mort, c'est la libido, c'est la transformation physique, mentale, etc., la régénération, les facteurs fatals, disons, le destin aussi, donc, ou voilà, les catastrophes comme les volcans, les tremblements de terre, les guerres, donc ça c'est très très plutonien. Et nos caractères de la famille pauvre sont également très plutoniens. Et donc, il s'adapte très bien à ce nouveau milieu, mais en même temps, on a de l'autre côté, disons, un mépris souvent flagrant, visible, de la part des riches. Par exemple, les parcs se bouchent le nez en présence de leurs serviteurs. Ça peut être aussi cette contradiction scorpionesque, vous voyez. Donc, qui est le parasite, en fait? Est-ce que c'est les riches ou les pauvres? Vous voyez, les riches possèdent tout ce qu'ils ont grâce au service, labeur, sacrifice des classes en dessous de, vous voyez. Et cette idée est étayée par la présence d'un, disons, voilà, d'un fantôme, c'est-à-dire le mari de la première gouvernante qui vit au sous-sol en fuyant ses créanciers et il se cache donc dans une cave dans cette maison des parcs. Et là, par exemple, il y a beaucoup de scènes de ces sacrifices des pauvres. Par exemple, il allume la lumière et puis comme un signe de reconnaissance à la famille Park. Donc, il est caché, il est invisible, il est dans le sous-sol, mais il garde la reconnaissance envers cette classe de propriétaires d'élite sociale, vous voyez. Donc, ça, c'est, disons, un exemple de cette... c'est l'illustration de la hégémonie sociale et culturelle qui consiste justement dans la propagande effectuée par les classes supérieures, disons, mieux placées, plus riches, qui s'efforce de présenter l'image de la mobilité sociale où, grâce à son travail, ses efforts très durs, on peut avancer et améliorer sa position et ne pas rester confiné dans sa classe d'origine. Donc ça, c'est une illusion apparemment minutieusement créée par la position par les individus plus les individus nantis et qui vivent dans l'aisance matérielle. Voilà, c'est une propagande où forcément même concernant la démographie, il y a souvent ce paradoxe où les pauvres ont plus d'enfants que les riches. Vous voyez, c'est pour avoir une main-d'œuvre peu chère. Cette propagande est systématiquement entretenue, je dirais. Donc forcément, personne ne leur dit arrêtez de faire des enfants parce que ils vont galérer et tout. Vous voyez de quoi je parle. Donc l'illusion de l'hégémonie culturelle et de la mobilité d'une société, de la souplesse prétendue d'une société
cette illusion est créée et propagée par les élites, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse. On reste plus ou moins figé dans les données sociales de sa naissance. Et ça aussi, c'est un message que le film transmet d'une manière géniale, je dirais. C'est un film absolument génial, mais il déborde de cruauté, de mal, de scènes parfois vraiment choquantes quand on a à la fin, quand le mari de gouverneur sort de sa cave et quand il commence à attaquer au couteau les convives d'une fête d'anniversaire organisée par les parcs. Donc on a parfois cette contradiction aussi où les pauvres sont prêts jusqu'à un certain point à subir leur position, mais tôt ou tard l'enfermement et la frustration engendrée par la position subalterne peut déraper et mener vers les choses tragiques à la fin. Tout ça, c'est donc drame, tragédie, c'est très très plutonien. Et psychodrame aussi. Donc, on a dans le film le monde faux des riches aussi. Donc, on voit très bien que ce sont des gens complètement conscients de la réalité qui les entoure. Par exemple, quand elle parle au téléphone, Madame Park a une amie en disant que la pluie de la veille était quelque chose de bénissant pour elle. La pluie qui a inondé les foyers et les domiciles des gens pauvres, pour elle, ça représente un don de ciel, un cadeau du ciel, vous voyez. Donc leur perception de la réalité qui est complètement divergente. Les riches voient les choses à leur manière, alors que les pauvres souffrent même de ces fatalités. Les riches ne ressentent pas la fatalité dans une telle mesure que les pauvres. Et donc, on a l'incompréhension, on a l'impossibilité à se retrouver, à se comprendre, à devenir, disons, solidaire. C'est un décalage insurmontable entre les riches et les pauvres. Donc toute cette notion d'exploitation, de déséquilibre financier, du joug lourd, du travail mal payé et la critique subtile dans ce film des entreprises qui, par exemple, forcément, voilà, par extension, ça pourrait donner cette idée que on a des usines en Chine ou au Vietnam ou au Bangladesh qui exploitent les ouvriers à la chaîne et après vendent ces produits pour des prix exorbitants, entretenant l'idée de la compétitivité du marché et de l'économie performante et de la croissance du développement économique. Donc tout ça se fait au détriment des ouvriers qui souvent travaillent dans des conditions pénibles
exposés à toutes sortes de fatalités et n'ayant aucune défense contre la fatalité, ni contre les riches, ni contre qui que ce soit. Donc ils sont abandonnés à leur propre sort, plus ou moins. Et à la fin tragique de ce film nous montre que la réconciliation n'est pas envisageable. Donc le mari de la gouvernante sort du sous-sol et commence à agresser. Et là, on a Kivu et sa sœur, il est blessé, mais elle succombe sous les blessures. Et donc la mère, la gouvernante actuelle des parcs, donc la mère de la famille pauvre, agresse celui-ci à son tour. Et là, on voit donc le côté impassible et cruel des riches aussi, parce que quand leur fils s'est évanoui, ils cherchent uniquement à récupérer les clés de voiture pour le ramener à l'hôpital sans se soucier des blessures graves de la fille de la fille pauvre. Donc ils sont complètement focalisés uniquement sur leur survie, sur leur santé, sur leur vie, sur leur priorité, et le monde en dehors de leur classe, de leur couche sociale ne les intéresse pas, ne les touche pas, ne les... voilà, c'est donc l'image la plus cruelle de la de l'égoïsme des riches, voilà. Et la fin du film, le film se termine par le père de la famille pauvre enfermé à son tour dans la cave de l'ancienne maison des parcs, et il fait clignoter la lumière pour donner disons, un indice à son fils. Et là, le fils lui envoie une lettre où il lui dit qu'il fera des efforts pour acquérir un jour une telle maison, et que, disons, il y a de l'espoir pour grimper l'échelle sociale. Mais en même temps, c'est assez ambigu, disons. Il n'est pas en prison pour avoir tué Monsieur Park, mais il n'est pas en liberté non plus. Donc c'est l'image d'une condamnation perpétuelle des pauvres à rester au sous-sol. Oui, à se cacher, à rester discret, à ne pas sortir à la lumière du jour pour, voilà, pour cacher la misère où, sur laquelle est fondée la richesse des classes d'élite. C'est ça, donc, la symbolique. Les pauvres qui vivent dans l'obscurité dans tous les sens sont éternellement, disons, dans la position inférieure. Mais il me semble que l'allusion au nom de famille Kim, la famille pauvre, ça pourrait donner aussi une contradiction entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Enfin, ça m'a l'air ainsi. Je ne sais pas, je n'ai pas lu ça dans les critiques, mais il me semble que ça pourrait aussi être, disons, une image un peu caricaturale des deux systèmes, deux pays opposés. La famille Kim, ça pourrait représenter la Corée du Nord, donc les gens sauvages, abrutis.
qui n'ont pas accès à tous ces bénéfices d'un système privilégié. Et pourtant, la Corée du Sud pourrait être représentée par cet excès d'égoïsme, donc incarnant l'image flagrante du capitalisme libéral où on écrase littéralement l'autre sur son chemin pour préserver sa position, sa richesse, ses biens, son statut social. Donc le film est très riche en symbolique, je dirais, la symbolique scorpionesque, où on voit, disons, voilà la notion des fantômes, du sous-sol, des fantômes effrayants, des ombres, voilà, c'est les ombres du capitalisme qu'on ne peut pas voir si on ne veut pas les voir. Et le plus souvent, la classe gérante, puissante, est éduquée systématiquement à ne pas voir ce qu'il y a en dessous de la surface. Donc, ils sont plus ou moins tout le temps éduqués dans le sens qu'il faut se soucier de son propre bien-être. Et puis, on a plein de divertissements à leur disposition. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Et donc, les symboles scorpionesques, ça pourrait aussi être la puanteur et le mépris. Le mépris des riches, puisque leur personnel pue. Voilà, ils ne supportent pas l'odeur. Ça, c'est donc une réaction épidermique, vous voyez, témoignant du décalage insurmontable entre ces deux groupes sociaux. Donc, et déjà le titre évoque aussi la symbolique scorpionesque, le parasite, tout ça c'est scorpion. Vous voyez. Donc, je vous ai tout expliqué plus ou moins comment est tendue cette ambiance de la pleine lune dans l'axe taureau-scorpion, où on a la tendance à conserver quelque chose, à accumuler pour se sécuriser, et de l'autre côté, il y aura des événements extérieurs qui surviennent secouer notre besoin de nous sécuriser. Ou on sera amené à modifier, à changer, à transformer radicalement la notion de sécurité affective ou matérielle. Pour quelqu'un, ça peut être des investissements à risque. Pour d'autres, coupure avec un milieu toxique au niveau professionnel, familial, émotionnel, sorti d'un cercle vicieux qui nous empêchait d'avancer. Et donc attention, pendant cette période, il peut y avoir vraiment des événements bouleversants, des changements soudains qu'on doit assumer rapidement, courageusement. Ça peut être donc coupure, rupture, séparation, chagrin, deuil, à faire se détacher émotionnellement de quelque chose. Oui. Donc Soleil, conjonction Mercure, conjonction Vénus, carré Saturne. Il y a une structure sociale représentée par Saturne qui est en train de contrecarrer nos efforts, nos besoins affectifs, notre envie de nous épanouir dans le contexte actuel. Okay, on peut être frustré. Les aspects en carré en opposition de Saturne
évoque la frustration. Étant donné qu'au fil du temps, donc nos efforts ont été systématiquement infructueux et on se heurtait à l'impossibilité de gagner ou de réaliser un objectif ou de créer une base stable, et ça, au fil du temps, ça devient frustrant. Mais en même temps, je dirais que cette éclipse lunaire va nous libérer surtout de nos illusions. Et la solution peut être présentée par ce trigone Soleil, Mercure, Mars, non, c'est Soleil, Mercure, Vénus, trigone, Neptune. Il faut écouter donc ses intuitions. Ces intuitions ou éventuellement faire confiance à une force majeure qui est capable de tout dissoudre en douceur sans nous faire de mal, et ensuite on pourra reconstruire quelque chose. Mais voilà, cette reconstruction, ce renouvellement ou ce processus de régénération personnelle passe apparemment par l'étape de défi, d'effort, de nécessité de tout réformer et de recommencer à zéro, en quelque sorte. Voilà, je pense que je vous ai bien expliqué et que vous pourriez vous pencher sur ces sujets d'inégalité, de déséquilibre, du décalage économique, social, et faire une conclusion pour mieux gérer tout ça ou pour ne pas en souffrir. En fonction de votre contexte de vie, vous devriez trouver une solution à surmonter la sensation d'être donc trop puissant ou d'être trop soumis ou trop voilà, quelqu'un va passer par la phase de rébellion, quelqu'un forcément par la phase de lâcher prise, d'acceptation de son sort, mais ça ne va pas se faire tellement dans le calme, dans la satisfaction. On va ressentir tous une dose d'insatisfaction personnelle. Mais en même temps, ça peut être un mobile se battre et sortir de quelques déterminismes et conditionnements sociaux, ou même de vaincre une fatalité qui nous a été imposée de façon assez radicale. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion, et je vous dis à très bientôt.